Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Rec Session, dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des nouvelles informations, des nouveaux lancements qui ont été annoncés il y a quelques jours. Donc vous pouvez déjà les voir sur internet. Donc ces lancements qui concernent notamment le produit que vous voyez derrière moi, qui n'est autre que le GH5 Mark II. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, on retrouve Bernard Bertrand qui est un de nos ambassadeurs, filmmaker et aussi photographe, particulièrement sur des shootings de mode par exemple, comme vous pouvez le voir. Bonjour Bernard. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Également avec nous Romain Sarret, que vous connaissez aussi de longue date, qui a notamment un blog sur les GH4, GH5 maintenant, et puis également les Lumix S, et qui réalise beaucoup de vidéos, notamment en run and gun, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bonjour Romain. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors je vous le disais, aujourd'hui on va parler donc de la gamme Lumix GH, donc la gamme qui est en micro 4 tiers réservée à la partie plus vidéo. La gamme GH a été lancée en 2009 avec le GH1, ont suivi les GH2, GH3 et puis la renommée de la gamme GH est vraiment arrivée grâce au GH4 en 2014 qui était le premier hybride à filmer en 4K tout simplement. En 2017 est arrivé le GH5. Alors le GH5, c'était le premier hybride à filmer en 4K 60p. Révolution, on avait aussi le 4 de 2 bits en 30p. Et il a été suivi un an plus tard de son cousin, le GH5S, qui lui a été le premier hybride à filmer en cinéma 4K en 60p. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va discuter ensemble du GH5 Mark II. Alors, le GH5 Mark II, c'est un produit qui est amélioré sur beaucoup de points qu'on va voir ensemble. Premier point, il va être amélioré sur les performances de la qualité d'image dans sa globalité, sur donc le capteur et l'autofocus dont on reparlera. Il a été aussi amélioré sur les parties vidéo. Vous le verrez, les fonctionnalités vidéo ont été largement enrichies. Et puis, grosse nouveauté sur cette gamme GH, pour la première fois, on va enfin récupérer du live streaming. Allez, on commence tout de suite avec les performances améliorées, je vous le disais, donc sur le capteur notamment. Le capteur a été amélioré, on est reparti du capteur du GH5, mais cette fois-ci avec un traitement anti-reflet. Vous le voyez à l'image, ça va vous apporter moins de flair notamment. Bon là on voit l'exemple sur le lampadaire, mais dans beaucoup d'autres situations, vous allez avoir un effet flair qui va être bien amoindri, beaucoup plus discret. Deuxième amélioration grâce à ce capteur, grâce à ce traitement sur le capteur, vous allez avoir aussi une plage dynamique qui va être améliorée. Vous le voyez sur la comparaison entre une image de GH5 au-dessus et de GH5 Mark II en dessous. Plage dynamique qui a été améliorée. Vous le voyez sur la délimitation entre le ciel et les nuages, donc une image beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Alors le capteur a été amélioré, mais le processeur aussi est nouveau. C'est un processeur qui va être plus rapide et qui va vous apporter notamment beaucoup plus de dynamique dans les couleurs et une richesse dans la gradation des couleurs. Là, vous le voyez donc dans le ciel, on n'a vraiment pas de délimitation dans tout le dégradé du bleu. Vous avez aussi, grâce à ce processeur, une amélioration de la gestion des hauts ISO. Vous allez avoir des images qui vont être moins aplaties dans les hauts ISO. Vous voyez donc en haut toujours, comparaison entre le GH5 en haut et le GH5 Mark II en bas. Alors, au-delà du capteur et du processeur, évidemment, le GH5 Mark II possède la double stabilisation, comme sur le GH5, mais cette fois-ci, elle a été améliorée à 6.5 stops, donc on a vraiment une double stabilisation qui va être plus performante, du grand angle au téléobjectif toujours. Amélioré également, on en parle beaucoup, l'autofocus qui est capital pour la réalisation de vos images dans de bonnes conditions. L'autofocus a été amélioré sur notre Lumix S5, qui est notre boîtier plein format phare, tout dernièrement sorti. Et bien, cette amélioration de l'autofocus va être rebasculée également sur le GH5 Mark II. Vous allez avoir notamment une reconnaissance qui va être améliorée au niveau des visages, y compris les visages qui sont inclinés ou ceux qui sont de dos. C'est une amélioration qui va aussi se retrouver en vidéo. Vous allez avoir une mise au point qui va rester stable sur votre sujet, même si le visage se tourne, vous le voyez sur les exemples, même si un second sujet rentre dans le cadre ou si le sujet simplement se décentre dans l'image. Et en termes de suivi, vous allez avoir tout d'abord un suivi entre les visages, en tout cas sur les visages et les yeux qui va être 2 fois plus rapide, mais vous avez aussi un suivi qui va être ajouté sur les sujets en mouvement, qu'ils soient humains ou animaux, et ça c'est nouveau sur le GH5 Mark II.
Dernière information, on a des rafales qui sont toujours au niveau du GH5, donc à 12 images par seconde sur de l'AFS et à 9 images par seconde sur de l'AFC, avec une diminution du rolling shutter. Et puis vous avez toujours accès à la photo 6K. Donc la photo 6K, c'est une rafale à 30 images par seconde en 18 millions de pixels, ou alors à 60 images par seconde en 8 millions de pixels. Alors Bernard, toi tu as pu tester le GH5 Mark II en avant-première. J'aimerais savoir justement ce que tu as pensé de ce nouvel autofocus. Alors, l'AF sur le Mark II, en fait, surtout, je devrais faire inévitablement un petit parallèle par rapport à ma propre utilisation de l'appareil. En réalité, je suis venu sur la gamme Lumix depuis le GH4. Et avant le GH4, chaque fois que je devais faire un petit clip pour un client en mode, on utilisait des caméras ciné, en fait, qui étaient des caméras de location, en fait, tout simplement. Et pour moi, le GH4 a amené cette qualité du 4K extraordinaire dans un petit boîtier ultra compact, tout à fait accessible financièrement. Et donc vraiment, pour moi, ça a été vraiment une véritable révolution avec tout ce qui va avec, donc tous les tools, waveform, picking, etc. Et tous ces outils étaient vraiment attendus à l'époque du GH4 et Panasonic, avec le Lumix GH4, a vraiment répondu à cette question. Tout ça pour dire que je venais d'un environnement dans lequel on n'avait pas d'autofocus. D'accord? Et donc, en basculant sur GH4 et ensuite après sur le GH5, j'avais gardé les mêmes automatismes, à savoir une mise au point manuelle dans tous les cas. C'est vraiment avec l'arrivée du S1 que je me suis vraiment surpris finalement moi-même à utiliser la reconnaissance intelligente, parce qu'elle fonctionne excessivement bien. En tout cas pour le travail que moi je fais, j'en suis absolument content. J'ai d'ailleurs sorti une nouvelle capsule sur la chaîne de Lumix France qu'on peut trouver sur YouTube où je parle de l'autofocus et de comment je l'utilise. Pour moi, je suis maintenant aujourd'hui à 95% du temps en reconnaissance intelligente et qui va me faire dans mes sujets mode, qui va me permettre de pouvoir suivre mon sujet, et qui va snapper sur un visage, snapper sur un corps. Et quand je n'ai plus de visage ou plus de corps parce que je vais aller chercher un bout d'épaule, un close-up sur une main, quelque chose comme ça, l'appareil va basculer automatiquement dans zone 225. Et donc du coup, je peux basculer d'une zone 225 et puis revenir sur mon sujet. Et à ce moment-là, la reconnaissance humaine reprend le relais. Ça fonctionne excessivement bien. Et quand on peut avoir ce type de technologies qui sont embarquées maintenant dans le S5 aussi, évidemment dans un GH5 Mark II, franchement c'est tout bénef. Encore une fois, par rapport à ma propre pratique, et c'est vrai que la technologie embarquée au niveau de l'autofocus dans la gamme S a véritablement conditionné mon travail. Je le dis aussi souvent que j'ai pu le dire dans des masterclass, dans des workshops et même dans des masterclass. En fait, on a un retour sur un écran en live qui nous permet justement de voir cette AF à l'œuvre. Évidemment, il a encore été optimisé à l'arrivée du S5 et c'est cette technologie-là qu'on va retrouver dans le GH5 Mark II qui lui est un autre écosystème quelque part, donc une volonté d'être plus compact, beaucoup plus léger, beaucoup plus portable quelque part. Donc vraiment, je peux tout à fait entendre aujourd'hui qu'on veuille travailler en micro 4 tiers. Il y a un parc d'optique incroyable et toute une génération de gens qui, comme moi, se sont lancés dans les vidéos avec le GH4. Ou en tout cas, je peux saluer l'arrivée d'un GH5 Mark II avec tout ce qu'il embarque et notamment cette nouvelle AF. Merci Bernard. Romain, toi, tu utilises le S5 depuis un moment maintenant, notamment ce nouvel autofocus qui a été largement amélioré. Est-ce que tu le retrouves finalement sur ce GH5 Mark II et qu'est-ce que ça change dans ton utilisation au quotidien ? Alors personnellement, je suis à la base pas un grand fan d'autofocus. Je suis plutôt de l'école manuel focus, notamment à cause des vieilles optiques que j'utilise, les vieilles optiques russes, et surtout avec l'anamorphique. On est obligé de bosser en manuel. Mais je dois dire qu'avec depuis l'arrivée des S, en fait, je me surprends à utiliser davantage l'autofocus et notamment avec le suivi qui marche bien. Et parfois en manuel, c'est vraiment trop un challenge de garder le point, notamment sur des sportifs, sur des danseurs. Et puis surtout lorsque j'utilise mon gimbal, là c'est vraiment trop chaud lorsqu'on bosse tout seul. Pour rappel, au cinéma, il y a quand même une personne qui est dédiée à faire ce job, c'est-à-dire à faire le focus, en plus du caméraman. Donc voilà. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas cet autofocus tiré du S5, ce nouvel autofocus, parce qu'on constate clairement une amélioration et on gagne en fiabilité, en stabilité au niveau de la F.
Et d'ailleurs, je viens de voir le test du GH5 Mark II par Tony Northrup et je vous invite à le regarder sur YouTube. Il a déclaré que selon lui, Panasonic avait enfin un AF digne de ce nom, donc c'est pas rien. Et pour rappel, c'est un gars qui est exigeant, il a une utilisation vlog et donc c'est un exercice pas facile pour les boîtiers. Donc voilà, c'est quand même une preuve que l'AF est au niveau. Merci Romain. Alors sans plus de suspense, puisque c'est ce qui vous intéresse aussi évidemment sur la gamme Lumix GH, on va parler de la vidéo. La vidéo qui a été largement enrichie sur plusieurs points. Premier point, vous allez retrouver de la cinéma 4K, c'était déjà le cas sur le S5, mais cette fois-ci vous allez retrouver de la cinéma 4K en 60p et en 30p directement en interne dans le boîtier. Toujours en interne de la 4K 60p, c'était déjà le cas sur le GH5, mais cette fois-ci jusqu'en 10 bits. Donc on a ici aussi une amélioration et évidemment toutes les qualités d'enregistrement dont je vous parle sont disponibles sans cropping et en illimité. Sur la sortie HDMI, puisqu'il est aussi possible d'utiliser des moniteurs externes sur le GH5 Mark II, eh bien, la sortie HDMI est évidemment toujours possible, mais cette fois-ci en simultané. Je vais pouvoir enregistrer à la fois en HDMI et directement en interne dans le boîtier en même temps. Et ce, dans toutes les qualités d'enregistrement, donc que ce soit en cinéma 4K, en 4K, en anamorphique, jusqu'en 60p et jusqu'en 4.2 10 bits. Je vous parle d'anamorphique, oui, le GH5 Mark II récupère aussi le mode anamorphique. J'ai aussi de la 4K 50p si je ne suis pas intéressée par la cinéma 4K, jusqu'en 10 bits, et en 60p, je vais jusqu'en 4.2.0 8 bits. Et si je veux garder du 4.2.2 10 bits en anamorphique, à ce moment-là, je serai en 4K 30p. Nouveauté sur le GH5 Mark II issu de nos gammes plein format, je vais avoir accès à une stabilisation anamorphique, c'est-à-dire une stabilisation qui va être optimisée selon l'optique anamorphique que je mets sur le boîtier, puisqu'évidemment vous vous doutez que les optiques anamorphiques qui ne sont pas construites par Lumix ne sont pas natives sur la double stabilisation. En revanche, je vais pouvoir indiquer au boîtier le grossissement de l'optique anamorphique que j'utilise de façon à ce que lui-même optimise sa stabilisation en fonction de l'optique. Dernière information, ici pas de changement, on a toujours du slow motion jusqu'en 180 images par seconde en Full HD. Alors Romain, je sais que tu aimes beaucoup l'anamorphique. Alors au-delà de l'anamorphique, j'aimerais que tu nous parles de cette fonctionnalité, de cette qualité d'image en cinéma 4K jusqu'en 60p que tu récupères sur le GH5 Mark II, mais aussi sur l'anamorphique que tu utilises beaucoup. Là, tu récupères ce mode en 6K. Alors qu'est-ce que ça va t'apporter sur un boîtier comme le GH5 Mark II ? En fait, le GH5, c'était déjà une grosse réussite, et ça l'est toujours d'ailleurs, notamment au niveau de l'anamorphique, avec la 6K. Mais là, Pana va encore plus loin avec le Mark II et avec cette remise au goût du jour, parce que finalement, ils ont rajouté un bon nombre de qualités d'enregistrement, ce qui rend le boîtier encore plus complet. Et je pense notamment aux 50-60p en 10 bits en interne, en 4K c'est 4K. Et ça, c'est le genre de choses qui manquait un peu sur le GH5, donc ça c'est vraiment cool. Et après, en termes de nouveautés sur ce Mark II, j'ai relevé pas mal de choses, parce qu'il y en a pas mal. C'est le Vlog préinstallé, on a un meilleur autofocus bien sûr, le cadre rouge REC, les cadres 2.35, l'Anamo 6K avec toutes les stabs, les filtres de résolution, codec dans le menu, ça c'est vraiment bien. Le live stream, le statut de stabilisation d'image aussi, photo, ça c'est vraiment cool et c'est sur les S aussi. Le contrôle focus manuel en degrés avec le choix d'angle, ça c'est terrible aussi, c'est tirer des S. Et quand on bosse en focus manuel, ça c'est vraiment indispensable. On a la possibilité d'adopter la nouvelle batterie donc du S5 ou du GH5, donc ça c'est cool, on choisit. Le traitement anti-reflet, du capteur, une meilleure stab. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Et en fait, c'est vraiment, je pense, le but de faire pour Pana, de faire une QV 2021 du GH5 avec un grand nombre d'améliorations tirées de la gamme S finalement, parce qu'ils ont pris en expérience. Mais il faut garder à l'esprit que ce sera un boîtier finalement à tarif maîtrisé, donc vraiment intéressant pour pas mal de filmmakers à petit budget. Donc voilà, encore une fois, ça fait plaisir parce que Pana a prouvé que le micro 4 tiers est loin d'être mort et ça, c'est vraiment très cool. Merci Romain. Bernard, toi aussi, tu utilises le mode anamorphique et tu nous avais d'ailleurs parlé de la dernière fois de cette stabilisation qui est disponible dans les pleins formats que toi tu utilises beaucoup. Alors là, tu la récupères dans le GH5 Mark II. J'aimerais savoir ce que ça t'apporte dans ton utilisation au quotidien. Et puis aussi, même question qu'à Romain, j'aimerais qu'on discute de la cinéma 4K que tu récupères en 60p dans le boîtier.
Donc on connaît la qualité de la stabilisation chez Panasonic. Alors évidemment, quand on peut dialoguer entre l'optique et le boîtier, c'est royal. Mais là, dans ce cas-là, avec les optiques anamorphiques, je pense que c'est très très important, en tout cas, d'utiliser cette fonctionnalité, de pouvoir adapter ou de pouvoir choisir le type de scope qu'on utilise et pour implémenter ça au niveau du menu de la stabilisation. Pourquoi? Parce que notamment, vous allez vous rendre compte qu'avec en tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai. Je ne sais pas s'il y a une donnée technique et vérifiable par rapport à ça, mais quand je shoot en anamorphique, je trouve que le rolling shutter peut vraiment exploser. On a vraiment une espèce de jelly effect comme ça qui est assez marquant. Donc je pense en effet que d'aller dans le menu, aller choisir le bon coefficient de stabilisation quand on shoot en anamorphique, c'est vraiment un plus. Alors évidemment, l'arrivée du cinéma 4K dans la gamme Lumix a été saluée en son temps. Le cinéma 4K, c'est quoi? C'est le 4K original en réalité, hein. L'Ultra HD étant, je dirais, un compromis qui a été fait plutôt sur base des téléviseurs en réalité. Mais le 4K original, c'est le cinéma 4K comme son nom l'indique. Et donc, pour moi, dans une logique cinématographique, entre guillemets, le framerate, donc la cadence d'enregistrement, va être d'office entre 24 et 25 images par seconde. D'accord? Ceci étant dit, très honnêtement, je shoot 90% des productions en mode à 50 images. Tout simplement pour avoir de très très beaux ralentis. Donc effectivement, si demain je dois shooter en cinéma 4K, l'idée de pouvoir shooter en 60 images va me séduire, ça c'est sûr, évidemment. L'avantage du cinéma 4K, c'est très clairement aussi l'idée de compatibilité. Vous pourriez très bien travailler avec le GH5 Mark II par exemple en cinéma 4K et avoir d'autres images qui sont shootées par exemple avec une EVA One de chez Panasonic qui elle va shooter aussi en cinéma 4K et vous aurez évidemment des formats qui sont très très faciles à monter ensemble puisqu'ils sont identiques. D'accord? Donc effectivement, l'idée de cinéma 4K vous situe quelque part dans un process professionnel, je dirais. Et l'arrivée du 60 images par seconde, pour moi, en tout cas, dans mon travail, n'a d'intérêt, et en a un certainement, c'est sûr, mais que dans l'idée de jouer le ralenti en réalité. Parce que si je veux vraiment être dans une logique cinéma classique, je vais shooter en 24 ou en 25, et effectivement, je vais préférer le cinéma 4K plutôt que de l'Ultra HD. Merci Bernard. Dernière information sur la partie vidéo, vous allez récupérer le Vlog L, celui qui était déjà disponible sur le GH5 mais en option. Cette fois-ci, vous allez le récupérer directement préinstallé dans le boîtier. À l'instant où je me procure le boîtier, j'ai déjà le Vlog L disponible dedans. Ce Vlog L va vous apporter notamment une plage dynamique de 12 stops, au-delà du fait de pouvoir avoir une meilleure liberté dans votre post-production, en termes de colorimétrie du moins. Et vous avez aussi la possibilité, toujours liée à ce Vlog, d'avoir un aperçu de vos luttes directement sur l'écran du boîtier, mais aussi sur le moniteur externe en HDMI. Toujours dans la partie post-production, vous avez aussi chez Lumix beaucoup de styles d'images qui sont disponibles. Sur le GH5 Mark II, vous avez donc de nouveaux styles d'images qui sont disponibles, notamment le Cinelike. Alors le Cinelike, vous l'aviez déjà en D et en V sur le GH5, mais on était sur les versions 1. Là, on vient récupérer les versions 2 des pleins formats. Vous avez également donc 35 luttes qui sont compatibles avec les Varicam et EVA One. Quand j'utilise le GH5 Mark II comme une caméra B, je vais pouvoir utiliser les Varicam et EVA One en caméra A et avoir des luttes qui sont compatibles et qui sont communes à tous mes boîtiers. Et enfin, vous avez deux nouveaux styles d'image qui sont disponibles, le look classique Neo et le look monochrome S, qui sont aussi issus de nos pleins formats à l'origine. Le L monochrome S pour soft, en fait, nous avons donc un mode noir et blanc, un mode monochrome qui existe de base dans nos boîtiers. Vous avez la version dynamique, le L monochrome D, donc pour des noirs plus profonds. Et puis vous aurez désormais le L monochrome S pour soft, donc avec une image qui va être plus adoucie. Et pour le look classique Neo, rien de plus facile pour vous l'expliquer que de vous le montrer. Donc là, vous avez la comparaison entre à gauche sans et à droite avec ce look classique Neo. Vous voyez que vous avez pareil une image un peu plus douce et un peu plus vintage, voilà, on va dire, dans le style de l'image. Ces styles d'image, il faut savoir qu'ils sont accessibles directement sur le boîtier. Alors vous le voyez ici zoomé, mais je vais vous le montrer directement sur le boîtier. On a des boutons d'accès direct sur le dessus du GH, c'était déjà le cas sur le GH5, mais ici, ce bouton qui était un simple bouton fonction sur le GH5 va être associé par défaut
à votre menu personnalisé de style d'image, puisque vous pouvez définir dans votre menu personnalisé les styles d'image que vous utilisez le plus pour y accéder plus rapidement. Et bien avec ce bouton-là, j'y ai accès directement. Alors bien sûr, ça reste un bouton fonction, d'ailleurs comme tous les autres que vous avez au-dessus, et je peux totalement personnaliser mon boîtier sur tous les boutons fonctions, même si par défaut, il est désormais associé au menu personnalisé des styles d'image. Toujours dans les options, dans les fonctionnalités additionnelles de votre GH5 Mark II, vous avez aussi accès à des assistants de tournage que vous connaissez peut-être de nos boîtiers plein format. Vous avez le cadre rouge d'enregistrement, donc qui est disponible pour vous indiquer de manière plus visible que vous êtes en train de tourner, en plus du simple bouton rouge. Donc ça vous permet vraiment de voir que vous êtes en train d'enregistrer. Vous avez aussi accès à votre marqueur de cadre personnalisé. Donc ça, pour rappel, c'est une fonctionnalité qui vous permet de régler le format de l'image. Par exemple, si vous voulez enregistrer une vidéo, mettons en vertical, vous savez que vous allez en tout cas la produire à la fin en format vertical pour les réseaux sociaux par exemple, eh bien vous pouvez dès le départ dans votre appareil régler un espèce de marqueur qui va masquer en partie les côtés de l'image pour que vous puissiez dès le départ bien cadrer votre image. Ce marqueur qui est d'ailleurs complètement personnalisable, vous pouvez régler la couleur des lignes sur les côtés selon l'environnement de votre tournage et aussi notamment la transparence des bandes noires qui sont sur le côté. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des informations dans votre boîtier sur la vidéo verticale. Par exemple, si j'utilise mon boîtier sur un drone notamment, je vais possiblement vouloir lui indiquer que ma vidéo est bien tournée en verticale pour éviter que le gyroscope soit un peu perdu. Donc vous pouvez l'indiquer au boîtier en amont et puis c'est un boîtier qui pourra aussi simplement lire vos vidéos en vertical également. Comme pour le GH5, on a de nombreux assistants de tournage qui vous permettent de faciliter votre prise de vue et vous avez accès nouvellement au spotmètre de luminance, donc nouveauté qui était sur nos pleins formats et qui sera désormais disponible aussi sur le GH5 Mark II. Enfin, issu également de nos pleins formats, vous avez la possibilité de filtrer les qualités d'enregistrement dans le menu parce que c'est bien joli, effectivement on intègre de plus en plus de qualité d'image dans nos boîtiers, mais ça fait beaucoup de qualité d'image à faire défiler dans le menu et parfois sur les tournages on peut être pressé, on a toujours envie de gagner du temps. Et bien là vous allez pouvoir directement indiquer des filtres au boîtier qui vont vous permettre de vous concentrer uniquement ou de concentrer le boîtier uniquement sur les qualités d'enregistrement qui vous intéressent. Et par la suite, ces qualités d'enregistrement, vous pouvez également les ajouter à votre liste personnalisée, ce qui vous permet de retourner ensuite uniquement dans votre propre menu de qualité d'image et de retrouver uniquement les réglages que vous utilisez. Pour compléter les retours de Romain et de Bernard, je vous laisse découvrir une vidéo qui a été tournée justement au GH5 Mark II, notamment en anamorphique. Vous allez aussi découvrir des images en slow motion dans cette vidéo. On se retrouve juste après. Allez, dernière nouveauté, on en parlait tout à l'heure, le live streaming est enfin intégré dans notre gamme GH avec le GH5 Mark II. Alors vous allez avoir plusieurs possibilités pour streamer avec ce boîtier. Première possibilité, je branche mon boîtier en HDMI. À ce moment-là, j'ai besoin d'un boîtier streaming puisque je vais brancher donc le GH5 Mark II à ce boîtier via HDMI et de l'autre côté, je vais pouvoir brancher ce boîtier en USB à mon ordinateur. À ce moment-là, je peux streamer jusqu'en 4K 60p. Bien sûr, ça dépend du boîtier que vous utilisez, du boîtier streaming que vous utilisez. Je peux avoir du son en parallèle, mais voilà, je suis contraint d'utiliser un boîtier externe en plus. Autre possibilité, deuxième possibilité, je peux utiliser le logiciel Lumix Teaser. Accompagné d'un logiciel de type OBS,
je vais pouvoir brancher mon boîtier directement en USB sur l'ordinateur. À ce moment-là, je peux avoir le contrôle de mon boîtier. Je serai en revanche en qualité HD 30p. Vous allez avoir une deuxième possibilité toujours en USB via le plugin Lumix Webcam. Là pareil, je branche mon boîtier en USB sur l'ordinateur et il est reconnu comme une webcam. La nouveauté, elle se situe dans la mobilité. Je vais avoir une possibilité de streamer directement en Wi-Fi. Donc je vais pouvoir relier mon boîtier directement en Wi-Fi à mon smartphone pour pouvoir faire du live streaming sur les réseaux sociaux de façon complètement mobile. En Full HD 60p et évidemment, j'ai accès au son du streaming. Ça va me permettre de streamer dans de nombreuses situations. Je vais pouvoir faire du streaming lors de mes voyages, je vais pouvoir partager les informations avec ma communauté, par exemple si je veux faire des tutos, donner des cours, lors d'événements, notamment des concerts par exemple. Je peux streamer sur des interviews, je peux faire de la vente en ligne, enfin voilà, j'ai vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à moi parce que je suis sur un streaming qui est sans fil, donc qui est complètement mobile. Comment ça fonctionne? Alors vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser l'application Lumix 5. Lumix 5, c'est la nouvelle application Lumix qui est disponible, qui est sortie sur les pleins formats notamment et qui désormais est disponible aussi pour le GH5 Mark II. Cette application, donc quand je rentre dans l'application, je peux aller dans la partie autre qui va m'emmener sur la partie live streaming. À partir de ce menu live streaming, je peux choisir à la fois la plateforme sur laquelle je vais streamer ma vidéo et puis aussi les différents paramètres que je souhaite donner à mon streaming. Après ça, je démarre tout simplement le streaming. Avec Lumix 5, je peux avoir la sortie HDMI en simultané, donc je peux contrôler mon image pendant le streaming sur un moniteur externe. En revanche, à retenir, je ne peux pas enregistrer ce même streaming en interne et je n'ai pas de contrôle de mon boîtier via l'application puisque l'application est occupée à streamer votre contenu. Deuxième possibilité qui s'offre à vous, je peux passer par le Lumix Network, le logiciel Lumix Network ainsi qu'un routeur. Alors là, le logiciel va simplement me servir à importer des paramètres de streaming donc depuis l'ordinateur vers une carte SD que je vais ensuite aller intégrer au GH5 Mark II que je vais lui-même connecter à mon routeur. Et là encore, je serai en streaming sans fil. Donc vous avez ici un recap des 4 possibilités de streaming avec le GH5 Mark II. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GH5 Mark II va bénéficier d'ici la fin 2021, donc tout proche, d'une mise à jour déjà, et qui va lui apporter notamment une dernière possibilité de streaming, le streaming IP. Donc là, je suis sur le top de ce qui est possible en streaming, puisque je vais pouvoir streamer directement en LAN, donc avec un câble Ethernet que je vais brancher du boîtier vers l'ordinateur, et à ce moment-là, je récupère de la 4K 60p, donc haute qualité, du son évidemment, et puis surtout je pourrai contrôler mon boîtier pendant le streaming. Cette mise à jour va aussi vous apporter une dernière fonctionnalité qui est le tethering en USB. Alors ça, ce sera une fonctionnalité qui sera compatible avec les smartphones 4G et 5G. Alors, on a parlé de toutes les fonctionnalités internes du boîtier, on a un tout petit peu parlé de l'ergonomie. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous l'ai montré, le GH5 Mark II, c'est un boîtier qui ressemble de très près au GH5. On est sur le même boîtier. On va avoir donc un boîtier qui va être à la fois léger et intuitif, vraiment comme le GH5. Vous allez avoir une amélioration quand même, notamment sur le double slot SD, puisque vous allez avoir accès donc à des cartes SD UHS 2 comme le GH5, mais cette fois-ci en V90. Donc des cartes SD qui sont plus boostées, qui sont plus rapides, pour permettre de suivre les nouvelles fonctionnalités, notamment vidéo, du GH5 Mark II. Vous allez avoir aussi un écran dont la résolution a été un peu améliorée à 1840 points, toujours tactile, toujours orientable, et le viseur OLED du GH5 qui est rebasculé dans cette version Mark II. Grosse nouveauté aussi, issue de nos boîtiers plein format. Vous allez avoir la possibilité de contrôler votre bague de mise au point directement depuis le GH5 Mark II, directement depuis le boîtier. Vous allez pouvoir régler ce contrôle de façon linéaire ou non linéaire. Je m'explique. En non linéaire, vous allez avoir le fonctionnement de base, comme on l'entend aujourd'hui, de la bague. C'est-à-dire que plus je vais tourner la bague vite, plus la mise au point va se faire rapidement. C'est surtout utile en photo. En revanche, en vidéo, on va chercher toujours une mise au point qui va être beaucoup plus linéaire, beaucoup plus constante, beaucoup plus régulière. C'est d'ailleurs l'effet qu'on recherche aussi avec un follow focus que vous pouvez utiliser avec le GH5 Mark II. Mais vous avez aussi cette possibilité simplement de régler le GH5 Mark II
en version linéaire. Et à ce moment-là, vous allez avoir une bague, en tout cas une mise au point qui va se faire de façon régulière, quelle que soit la vitesse à laquelle vous tournez votre bague. D'ailleurs, c'est une exclusivité Lumix. Sur cette mise au point linéaire, vous allez pouvoir choisir l'angle de rotation. Vous pouvez faire pause sur votre écran dès maintenant. Vous avez ici donc la totalité des optiques qui seront compatibles avec cette fonctionnalité du GH5 Mark II. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller vérifier si vos optiques sont concernées. Ces optiques seront mises à jour évidemment pour être compatibles avec cette fonctionnalité. C'est une mise à jour qui sera disponible dès le mois de juin, donc très rapidement sur vos optiques. Toujours en termes d'ergonomie, on va avoir un boîtier qui est tropicalisé et ultra résistant, comme c'était déjà le cas sur le GH5. Donc c'est un boîtier résistant à la poussière, aux éclaboussures d'eau et même au gel jusqu'à moins 10 degrés et qui est en alliage de magnésium. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des boutons d'accès direct, donc notamment avec ce nouveau bouton d'accès au style d'image. Et puis vous avez aussi un bouton, vous l'aviez déjà sur le GH5, mais je vous le rappelle, sur l'avant, donc qui est accessible avec vos autres doigts à l'avant de la main. C'est un bouton fonction qui est complètement personnalisable et qui vous permet d'avoir une possibilité supplémentaire de personnaliser votre boîtier. Vous avez aussi sur la trappe HDMI USB, donc évidemment la possibilité de charger votre boîtier en USB et également de l'alimenter en direct via USB. La nouveauté, c'est que cette fois, vous avez la possibilité de faire les deux simultanément. Donc je vais pouvoir alimenter en direct mon boîtier, la batterie se rechargera en même temps. En parlant de la batterie, vous avez deux possibilités. Bien sûr, le GH5 Mark II est compatible avec la batterie du GH5, donc la BLF19, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la batterie du S5, BLK22 pour rappel. C'est une batterie qui va être haute capacité. Donc vous allez avoir par définition une autonomie qui va être rallongée à 1200 vues. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, évidemment, comme on est sur la même typologie de boîtier, le grip du GH5 est compatible avec le GH5 Mark II. Et toujours en termes de compatibilité, le module XLR est également compatible. Allez, on récapitule. Vous avez ici donc un comparatif entre le GH5 et le GH5 Mark II, mais aussi avec le GH5S pour ceux qui en possèdent un. Les capteurs sont évidemment complètement différents. Vous avez un capteur qui est amélioré sur le GH5 Mark II avec le traitement anti-reflet dont je vous parlais, et le GH5S, lui, va avoir son capteur spécialisé pour la sensibilité et la basse lumière à 10 millions de pixels. Double stabilisation sur les GH5 et GH5 Mark II, mais améliorée jusqu'à 6.5 stop sur le GH5 Mark II. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, la stabilisation du capteur seul est également à 6.5 stop. L'autofocus a été largement amélioré puisqu'il est issu de nos pleins formats et notamment du S5 sur le GH5 Mark II. Donc on va avoir à la fois un autofocus qui va être plus rapide, mais aussi avec des possibilités en plus de ce qu'on avait sur le GH5. En termes de vidéo, la Cinema 4K monte jusqu'en 60p, donc gros plus sur l'enregistrement vidéo, toujours en illimité. Et en termes de 4 de 2 10 bits, je peux cette fois-ci aller jusqu'en Cinema 4K 30p. Le tout en enregistrement simultané, en HDMI et en interne. Donc gros avantage ici encore. Le Vlog L, lui, est directement intégré dans le boîtier, ce n'est plus une option. Vous avez un mode anamorphique qui monte jusqu'en 6K. Et puis évidemment, la grosse nouveauté dont on vient de parler, le live streaming qui est disponible sur le GH5 Mark II. Le GH5 Mark II sera disponible à partir de juillet 2021. Alors ce n'est pas la seule nouveauté, ce n'est pas la seule information que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On est très adepte chez Lumix des mises à jour pour vraiment booster nos boîtiers existants également. Donc on va aussi avoir des mises à jour dès le mois de juin, donc très rapidement, sur les GH5S, le G9 mais aussi le G100. Les GH5S et G9 vont récupérer ce même autofocus dont je vous ai parlé, je ne vais pas revenir dessus, sur le S5, donc le même que le GH5 Mark II va aussi être intégré à ces deux nouveaux boîtiers pour booster l'autofocus. Sur le GH5S, en revanche, vous allez aussi récupérer enfin le RAW en 12 bits, via HDMI toujours. On sera via l'Apple ProRes RAW, donc avec un Atomos Ninja V, et vous allez récupérer le RAW en 4K et en anamorphique 3,7K. Information supplémentaire, vous avez une lutte qui a été créée spécifiquement pour ce RAW via les Ninja V. C'est une lutte qui est disponible sur les VariCam et EVA One. Et donc, par définition, vous allez avoir la possibilité, si vous utilisez le GH5S, cette fois en caméra B, d'avoir accès à cette même lutte pour une post-production plus facile.
Les assistants de tournage dont on parlait tout à l'heure sont également récupérés. Le cadre rouge va être récupéré sur le GH5S et le G9. Vous allez avoir le marqueur de cadre qui va être récupéré sur le G9 parce qu'il est déjà disponible sur le GH5. Et puis la vidéo verticale à la fois en enregistrement et en lecture, en playback, va être rajoutée sur les 3 boîtiers GH5S, G9 et G100. J'en ai fini sur les boîtiers Lumix G, mais en micro 4 tiers, on développe également des optiques. Donc on va continuer le développement optique sur le micro 4 tiers. Vous connaissiez déjà la 10-25 mm à f1.7 constant, donc une optique qui était surtout utilisée en vidéo de par sa grande ouverture, son ouverture très lumineuse constante. Eh bien on va venir compléter cette 10-25 avec une 25-50 mm f1.7 toujours, en qualité Leica. Donc vous allez avoir une plage focale qui va être 2 fois plus large, de 10 mm à 50 mm à f1.7 constant. Cette optique est actuellement en développement. J'en ai pas terminé. On a un autre produit qui est en développement, dans le plus grand secret pour l'instant, dont je peux commencer à vous parler enfin. Ce produit, c'est tout simplement celui que vous attendez tous, le GH6. Alors le GH6 va avoir de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. On va vraiment être sur un nouveau niveau de vidéo professionnel sur ce boîtier. Dès aujourd'hui, je peux vous parler de quelques-unes des caractéristiques qu'il aura en interne. Première chose, évidemment, le capteur et le processeur seront nouveaux. On aura pour tous les deux des nouvelles versions qui vont apporter ces différentes caractéristiques. Première caractéristique, 5,7K. Oui, je vais pouvoir tourner en 6K, 5,7, jusqu'en 60p 10 bits avec ce boîtier. Ce n'est pas tout. Le GH6 va également avoir la possibilité, évidemment, d'enregistrer en 422 10 bits. 422 10 bits jusqu'en Cinema 4K 60p en interne et en illimité. Et enfin, dernière nouveauté, pas des moindres également, le slow motion va passer en 120p et ce jusqu'en 4K 10 bits. Donc on a vraiment, vous le voyez et vous allez le voir dans les prochains mois, un boîtier qui va être largement boosté en vidéo. Je peux simplement vous annoncer que le GH6 sortira avant la fin d'année 2021. Alors Romain, qu'est-ce que ça te fait? Quel effet ça te fait de voir enfin ce GH6 arriver sur la gamme Lumix GH? Ah bah là, j'ai des fourmis dans tout le corps, c'est clair. Non mais plus sérieusement, moi j'adore toujours mon GH5 et je m'en sers souvent. Mais là, le GH6 il va apporter encore de grosses évolutions au micro 4 tiers et on s'en réjouit tous parce qu'on va se retrouver avec un boîtier qui est survitaminé et utilisable partout parce que c'est évident que le gros avantage de cette monture, le micro 4 tiers, c'est bien son faible poids encombrement ainsi que sa compacité. Donc ça c'est clair et net. Et puis j'aime bien rappeler aussi que son entre guillemets défaut selon certains, c'est en fait sa qualité et je veux bien sûr parler du crop factor sur le micro 4 tiers parce que ça permet d'avoir des très longues focales à des tarifs très raisonnables parce qu'on va prendre l'exemple du 100-400, si on le monte sur un GH, ça nous donne un rendu 200-800 mm donc ça c'est vraiment énorme pour le sport et pour l'animalier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce boîtier et je suis sûr que Pana va pas se cantonner à du 5,7K, du 4K 120, 10 bits, alors que ça c'est déjà énorme et ça je kiffe, mais il va y avoir plein d'autres très bonnes surprises. Merci Romain pour ton enthousiasme. Bernard, même question, pour toi c'est presque une révolution de voir enfin ce GH6 qui arrive, tu l'attendais avec impatience? Ah carrément, je l'attendais, comme tout le monde je pense. En fait, pour moi, et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la capsule, le truc c'est que j'ai commencé avec le GH4. Tout petit boîtier. Franchement, il était tellement petit qu'on aurait pu presque le glisser dans sa poche. Alors, j'ai tout fait avec ça et j'ai tout fait avec le 1235. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai migré sur le GH5 que j'ai usé jusqu'à la corde, je dirais. Et donc là, oui, forcément, je suis moi aussi très curieux de voir le GH6, surtout quand on voit ce que Pana a sorti avec le S1H et le S5. Bon, c'est vraiment pour moi des usines à gaz en vidéo. On voit vraiment qu'encore une fois, on enfonce le clou au niveau de la vidéo, je trouve. Donc forcément, je pense que le GH6 va être taillé sur mesure pour la vidéo et pour notre plus grand bonheur en fait. Merci Bernard.
Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous annoncer pour aujourd'hui sur la gamme Lumix G. Surveillez bien cette sortie du GH5 Mark II d'ici juillet. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci à toi Mathilde et au revoir tout le monde. Romain, merci aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite. Merci Mathilde, à bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite sur nos réseaux sociaux, Lumix France sur Instagram et Panasonic France sur Facebook. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur cette vidéo. Et puis surtout, faites des images. On a hâte de voir vos vidéos et à très bientôt.